Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Augustin Courtier pour un épisode spécial. C'est l'enregistrement que nous avions à cœur de proposer dans le cadre de notre participation à la seconde édition du Podcaston. Alors le Podcaston, je le rappelle, c'est un événement caritatif inspiré du Téléthon qui rassemble les podcasts francophones. Il s'agit de mettre en avant une association et de promouvoir les valeurs de l'altruisme et de la solidarité. Et avec Augustin, nous avons souhaité nous avons souhaité te mettre en valeur dans cet épisode et avec l'association que tu as co-créée qui s'appelle Latitude. Avec Latitude, vous contribuez à bâtir une technologie engagée et responsable et donner du sens aux individus et aux collectifs. L'un de vos talents, et ils sont nombreux, est de faire émerger des technologies utiles en réponse aux défis sociaux et environnementaux de notre temps, tout en étant conscient des propres enjeux du numérique. La sobriété, la diversité, l'accessibilité, le respect de l'humain, la citoyenneté, il y en aura peut-être d'autres, et puis on sera peut-être amené à les définir ensemble, histoire d'être parfaitement alignés. Augustin, je crois aussi que nous avons un livre totem en commun, Le Petit Prince, cette ode à l'amour, à l'amitié, à l'imagination, à la responsabilité. Cela nous invite bien évidemment à cultiver notre regard d'enfant sur le monde, à rechercher l'essentiel et à ne jamais perdre de vue nos rêves. Et moi, depuis que je te connais, je trouve que tu incarnes parfaitement ça. Cet ouvrage, d'autant plus, je trouve qu'il est d'autant plus nécessaire à cet instant dans notre civilisation et dans la bascule que nous sommes en train de vivre. Augustin, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse démarrer. Augustin, qui es-tu ? Déjà, merci Romain pour l'introduction, elle me touche beaucoup. Et il se trouve que ça tombe hyper bien, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Il n'y a que les enfants qui changent le monde » de Jean Beerdbohm. Et donc ça fait parfaitement écho au livre du Petit Prince. Je suis ravi d'être ici, Augustin Courtier, j'ai 30 ans. Je suis ingénieur de formation et il y a 7 ans, en sortant d'école d'ingénieur, j'ai effectivement cofondé l'association Latitude, que tu as très bien résumé, donc on pourra redétailler après. Et effectivement, depuis 7 ans, c'est même un peu plus maintenant, on va dire 9 ans, un long chemin qui me guide sur apprendre à mieux me connaître et mieux comprendre comment est-ce que je peux être utile au monde. Et je crois que c'est de ça dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Alors peut-être une première question, mais avant de commencer, Latitude, pourquoi ce nom Latitude ? Alors, l'explication est très historique. En fait, quand on était en école d'ingénieur, on avait commencé à initier un projet où l'objectif, le point de départ, c'était qu'on s'interrogeait sur comment est-ce qu'on peut concilier nos compétences d'ingénieur avec les causes sociales et environnementales qui nous tiennent à cœur. Et le point de départ, ça a été de vouloir faire des projets pour des entrepreneurs sociaux en Équateur. Donc on avait rencontré des entrepreneurs sociaux en Équateur sur des sujets comme l'éducation, l'insertion et d'autres sujets. Et on avait commencé à proposer ces projets à des étudiants et des étudiantes à Centrale Supélec. Et donc le nom du projet initialement, c'était Latitude 0, en référence à l'Équateur. Et il se trouve que quand on a décidé de passer à temps plein sur Latitude et de se concentrer sur des actions en France, on a gardé le mot latitude, déjà parce qu'il nous plaisait bien, et ensuite parce qu'on trouvait que ça incarnait bien le message qu'on voulait passer, qui est que l'association a un peu pour objectif d'explorer les nouvelles frontières des technologies, à la fois dans leur finalité et dans leurs impacts potentiellement négatifs. Et on trouvait le nom assez poétique pour l'asso, il nous parlait. Ouais, chouette, merci. Moi, Latitude 0, ça me fait penser au livre de Mike Horn. Tu le connais, j'imagine. On me l'a offert. Mike Horn qui fait donc le tour du monde au niveau ou dans un rayon, on va dire, autour de cette latitude 0. Et ça a été quoi pour toi ce voyage ? Alors peut-être pas sur la latitude 0, mais
qui, qui te conduit quand on te pose la question justement de faire un projet basé sur tes valeurs, sur les causes qui te tiennent à cœur, de choisir ça? Et comment te vient cette envie et cette motivation? Euh, alors, déjà, le voyage, il est moins dangereux que celui de Mike Horn. On a eu moins de dangers physiques sur le trajet, mais je dirais que le chemin, il a commencé quand je devais avoir 20 ans ou 21 ans. On va dire que pour en dire un peu plus sur moi, je suis pas engagé depuis toujours sur ces sujets et j'ai vraiment eu une prise de conscience que je peux assez bien dater entre 2015 et 2016, où petit à petit, j'ai commencé à prendre conscience des enjeux environnementaux et sociaux que je connaissais mal avant, à la fois parce qu'on les abordait pas spécialement en famille et parce qu'ils étaient pas spécialement abordés dans nos formations. Et par des rencontres, des événements, des lectures, j'ai pu petit à petit prendre conscience qu'il y a plein de problèmes qui existaient et j'ai commencé à m'interroger sur quelle contribution je pouvais y avoir. Et donc, en fait, ce qui a été pour rentrer dans le vif du sujet, la rencontre qui a été transformatrice pour moi, c'est celle avec Manon, avec qui on a cofondé Latitude, et qui à l'époque était ma copine. On n'est plus ensemble aujourd'hui, mais on continue à travailler ensemble. Et je dirais que c'est Manon qui avait un peu cette flamme qui l'animait sur comment est-ce qu'on peut s'engager en tant qu'ingénieur pour répondre à des défis socio-environnementaux. Et je dirais que notre relation m'a pas mal éclairé sur le sujet et on s'est beaucoup, comment dire, stimulé sur ce questionnement. C'est comme ça que j'ai très vite rejoint le projet Latitude Zéro qu'elle avait initié et ensuite on s'est très vite projeté sur le fait qu'on avait envie de monter un projet ensemble qui devenait notre activité professionnelle. Et ça a été le point de départ. Et donc, on va dire qu'il y a un mélange de lecture, prise de conscience qu'il y avait des problèmes et aussi cet amour qui nous unissait avec Manon, je pense, qui a été très prospère dans l'énergie qu'on a mise dans le projet au début. Et, et après, une réalisation plus pratique et honnête sur le fait que j'étais hyper privilégié à la fois dans les études que je faisais, dans l'environnement familial dans lequel j'avais grandi, et que si moi je m'engageais pas, qui pouvait le faire? Et les trois combinés ont fait que j'ai franchi le pas de me dire que je voulais me lancer à temps plein sur Latitude en sortie d'école. Et je dirais que voilà, ça a été les trois ingrédients principaux de mon engagement dès la fin de mes études. Mmh. J'imagine que, donc là, tu disais c'était un projet de fin d'études, en fait, Latitude, mais avant, en fait, tu vas aussi faire des périodes en entreprise, par l'école d'ingénieur ou ce que tu as pu faire avant. Quel est ton rapport déjà au numérique avant et qu'est-ce que tu observes, en fait, dans les organisations et notamment sur le numérique et les organisations? Sur le rapport au numérique, tu m'aurais dit quand j'ai débuté mes études que j'allais faire une spécialisation en informatique, je t'aurais rigolé au nez en disant mais jamais de la vie. Et finalement, chemin faisant, pendant la formation, prise de conscience que le numérique en fait irriguait tous les secteurs et était un peu indispensable, quel que soit le projet qu'on voulait monter, que ce soit au cœur du projet ou pas. Et j'ai fini par m'y intéresser parce que notamment on voyait aussi à quel point il irriguait toute la société et il était omniprésent jusque dans nos vies personnelles. Et je pense que c'est ça qui m'a mené vers le sujet du numérique en fin d'études. Après, sur le rapport à l'entreprise, effectivement, j'ai eu, dans le cadre de la scolarité, 2 stages principalement. J'ai fait une césure, en fait, entre mon M1 et mon M2. Et là, j'ai fait 2 stages. Un premier dans une entreprise de conseil à Paris, d'une dizaine de personnes, où j'ai vraiment eu une super expérience humaine et j'ai beaucoup appris. Par contre, j'ai eu le sentiment plusieurs fois en rentrant le soir à 19h, mais à quoi bon, à quoi je sers dans tout ça? Et j'avais un peu l'impression que ma journée débutait en rentrant chez moi. Et ça a été vraiment un déclic, un réveil pour moi de me dire ah non mais ça c'est pas possible. Si j'ai l'impression d'avoir 2 personnalités, une au travail et une dans ma vie perso, ça va pas le faire. J'avais vraiment besoin de sentir que j'étais moi-même au boulot. Et moi-même, ça veut pas juste dire
être moi-même dans mon énergie, mon comportement, mon caractère. C'est être moi-même dans ce que je défends et ce sur quoi j'agis. Et ça a été le premier déclic pour me dire, en fait, j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat et j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat social pour mettre les causes qui me tiennent à cœur au centre de mon activité professionnelle. Euh, et donc, ça a fait changer mes plans sur ma deuxième partie de césure, parce qu'initialement, je pensais aller dans l'industrie pour voir ce que c'était. Et mon père ayant travaillé beaucoup dans l'industrie, c'est un secteur qui m'intéressait. Et finalement, je suis allé dans une start-up à Dublin pour vivre un peu l'expérience entrepreneuriale. C'était pas de l'entrepreneuriat social, mais vraiment entrepreneuriat. Je commençais à m'intéresser à l'entrepreneuriat social plus via des conférences ou des lectures à côté. Et ça a un peu confirmé l'envie de créer un projet et ensuite de mettre l'engagement au cœur. Donc voilà, j'ai eu un rapport à l'entreprise via ces deux expériences-là, enfin, on va dire un rapport direct, ce qui a à la fois permis de nourrir quand même et de pas partir de zéro dans la création de l'attitude, sans pour autant être une expérience trop longue. Et ça nous a permis chez l'attitude d'aussi beaucoup réinventer, je pense, la manière dont on crée une équipe et une organisation et de vraiment la construire à notre image. Et ça, j'en suis hyper heureux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail que la petite intro qui était déjà super de Romain, ce que vous faites justement, ce que vous défendez et la manière dont vous le faites? Oui, avec plaisir. En fait, le point de départ de l'attitude, c'est de prendre conscience que le numérique irrigue de plus en plus nos vies, qu'elles soient pro ou perso, et par contre que à la fois son enseignement et son usage sont décorrélés des questions sociales et environnementales. À la fois sur le sujet de la finalité, donc pourquoi tout ça en fait? Pourquoi le numérique? Pourquoi les technologies? À quoi ça sert? Et est-ce qu'on n'arriverait pas à mettre plus au centre la question de pourquoi dans quel sens on l'oriente et comment est-ce qu'on l'utilise au maximum pour répondre à des défis sociaux et environnementaux? Et le point de départ pendant nos études, c'était de se dire qu'on se reconnaissait pas vraiment dans les carrières qu'on nous proposait à la sortie d'école, que la finalité des organisations qui étaient au forum de recrutement, qui nous envoyaient des offres de stage, on se reconnaissait pas vraiment dedans. On trouvait que les sujets, les causes qui nous tenaient à cœur étaient pas assez présentes. Et donc il y a vraiment cette première question, et c'était vraiment le point de départ. Et en creusant le sujet, il y a eu la deuxième question qui est assez vite venue, c'est celle de toutes les externalités du numérique, et notamment les externalités négatives, qui sont en école d'ingénieur très peu enseignées. En fait, moi j'ai eu des cours d'IA, j'ai eu des cours de développement web, et typiquement sur les cours d'intelligence artificielle où on nous apprend à manipuler des données, construire des algorithmes, etc. J'ai eu aucune sensibilisation sur la souveraineté numérique, aucune sensibilisation sur l'impact environnemental de ces algorithmes, aucune sensibilisation sur l'enjeu des données personnelles et attention à pas faire n'importe quoi avec les données qu'on manipule. Et donc une prise de conscience de dire si les personnes qui créent les technologies de demain sont pas formées à le faire de manière responsable, évidemment que on va pas dans le bon sens. Et donc c'est le deuxième sujet qu'on traite beaucoup chez Latitude, c'est celle de la meilleure maîtrise des externalités négatives du numérique, suivant les 6 thématiques que Romain mentionnait, à savoir la sobriété, la diversité, l'accessibilité, le respect de l'humain, la citoyenneté et l'engagement citoyen. Et je pourrais plonger dans le détail, mais ces 6 thématiques, pour nous, regroupent un peu, enfin nous permettent de catégoriser l'ensemble des impacts du numérique aujourd'hui. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est 2 choses principalement. On fait beaucoup de sensibilisation, c'est-à-dire on a créé des jeux de cartes qui permettent de faire découvrir ces sujets depuis le collège jusqu'au monde professionnel. Et on cherche à faire en sorte que les gens se posent des questions par rapport à tous ces sujets. Et on fait ça aussi au niveau monde professionnel. Et la deuxième type d'activité qu'on fait, c'est qu'on crée des programmes d'engagement citoyen. C'est-à-dire des programmes où on va permettre à des personnes qui ont des compétences numériques, des développeurs, des développeuses, des chefs de projet, des data scientists, etc., de mobiliser leurs compétences pour répondre à des défis sociaux et environnementaux. Par exemple, on a un programme qui s'appelle l'Open Data University, où des étudiants et des étudiantes qui se forment à la data, à l'analyse de données, peuvent mettre
peuvent monter en compétences sur l'analyse de données, tout en s'engageant sur des thématiques comme la crise énergétique, les nouvelles mobilités, la carte scolaire, etc. Je ne sais pas si parmi nos auditeurs, tout le monde est connaît bien en fait ces questions-là, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'écologie, d'impact des business, mais l'impact du numérique qui a un énorme impact, je suis pas sûre qu'on en ait beaucoup parlé sur Tipping Point. Donc peut-être que c'est chouette aussi d'avoir un petit insight rapide, mais en tout cas pour reposer les bases. Ouais, bah, c'est vrai que le numérique, il y a différents niveaux de compréhension et d'usage. Ce qui est certain, c'est qu'on est quand même la plupart à utiliser le numérique au quotidien, que ce soit via notre téléphone, notre ordinateur, au travail, ou même voilà, dans la logique de dématérialisation des services publics, on est quand même de plus en plus amené à avoir du numérique un peu partout, et on peut le questionner. Nous, on essaie d'interroger le sujet vraiment aux deux niveaux, à la fois dans les personnes qui vont utiliser le numérique et dans les personnes qui vont le concevoir. Pour les personnes qui vont utiliser le numérique, on essaie de partir du vécu des gens pour les interroger sur leur rapport au numérique. Un peu comme on pourrait le faire avec l'écologie finalement. Euh, on commence sur l'écologie, par exemple, on pourrait commencer par un bilan carbone ou se poser la question de ses moyens de transport, de son alimentation, etc. Pour le numérique, ça peut être pareil, ça peut être commencer à regarder son rapport à son temps d'écran, combien de temps je passe par semaine derrière mon écran, pourquoi, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que je suis à l'aise avec ça, est-ce que j'ai envie de reprendre le contrôle sur mon temps d'écran, sur la consommation de matériel électronique, c'est j'ai combien d'appareils à la maison, combien de temps je les garde en moyenne. La durée moyenne aujourd'hui, c'est 2 ans pour des téléphones en France et il faudrait l'augmenter. Voilà, c'est tout ça qu'on fait pour donner quelques ordres de grandeur, pour fixer un peu les idées, euh, notamment peut-être pour casser une idée reçue. On est sur une campagne de communication sur les idées reçues sur le numérique en ce moment, et quelques idées reçues que je peux partager, c'est notamment sur l'impact environnemental du numérique. Il y a une croyance collective sur le fait que ce qui est important, c'est de supprimer ses mails, ou ça va être l'usage de vidéos, enfin le visionnage de vidéos en ligne quand on est on regarde des séries ou des films, c'est ça qui va consommer le plus. Eh bien non, c'est surtout les appareils, les terminaux qu'on utilise, nos téléphones, nos ordinateurs, les écrans de télévision. Tous ces appareils, ça représente, en fonction des hypothèses, entre 70 et 80% de l'impact environnemental du numérique. Donc si vous avez une mesure à prendre par rapport au numérique, si vous voulez réduire votre empreinte environnementale, c'est vraiment d'allonger la durée de vie des matériels que vous utilisez, de moins en acheter, et de les acheter de manière reconditionnée, ou alors de les recycler une fois que vous en avez plus l'usage. Euh, sur le temps d'écran, par exemple, il y a 80% des adultes en France qui passent plus de 3 heures derrière un écran en dehors de toute activité professionnelle. Et donc, c'est un constat, on en fait ce qu'on veut, mais il y a quand même, quand on parle aux personnes qui participent à nos ateliers, une prise de conscience qu'effectivement, ils se sentent attirés vers leur écran, qu'ils ont du mal enfin, que c'est devenu un peu automatique, alors qu'ils aimeraient bien, ils vont sur leur réseau social préféré, ils passent une demi-heure au lieu de 10 minutes, parce qu'ils se laissent happer par plein de contenus. Et c'est un peu tout ça qu'on vient interroger, d'où ça vient et comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle. D'où ça vient? Bah, en fait, ça vient de l'économie de l'attention. C'est que ces réseaux sociaux, leur modèle économique, il repose sur le fait que plus on passe de temps derrière notre écran, plus ils ont de revenus publicitaires, et donc on vient questionner ces modèles économiques. Et en fait, une fois qu'on commence à dérouler les sujets, on se rend compte qu'ils sont tous un peu liés, un peu comme la fresque du climat qui montre le lien entre tous les phénomènes, les comportements humains et les phénomènes physiques et l'impact sur le dérèglement climatique. L'idée, c'est de venir dérouler un peu cette bobine et se rendre compte que aujourd'hui, on a une utilisation du numérique qui est un peu en pilote automatique par ce qu'on nous propose, et ce qu'on propose nous, c'est un peu de reprendre le contrôle et de se poser la question de quoi on a envie dans sa vie perso. Et côté pro, on va dire, pour les gens qui sont vraiment des professionnels du numérique, donc qui vont travailler dans le secteur ou vraiment avoir un métier en lien avec le numérique, c'est vraiment de se dire quelle est ma responsabilité en tant que personne qui va concevoir des technologies de demain, et comment est-ce que je fais bien attention aux problèmes que je veux résoudre, et que je m'assure que le problème il est intéressant et c'est utile d'utiliser la technologie pour y répondre. Éviter de tomber dans le technosolutionnisme et vouloir
répondre avec de l'IA à un truc qui n'a pas besoin d'IA et c'est très bien de le faire sans IA et dans la manière dont on déploie ensuite les projets, faire attention à la manière dont on les déploie et qu'ils soient respectueux des gens qui vont les utiliser. Tu le disais, Augustin, le device, le temps d'écran, la conception, etc. Un poil provoque, mais tu vois bien ce que je veux derrière. C'est est-ce que vous n'êtes pas en train de vous battre contre des moulins à vent, en fait? Est-ce que vous êtes, entre guillemets, pas trop petit face à des... Et quand je dis trop petit, c'est pas l'attitude, mais à vous battre contre des big tech dont l'objectif, c'est de nous gaver de devices, c'est de nous faire changer de device tous les ans, c'est de nous expliquer qu'il nous manque toujours un device, c'est-à-dire que tu as un téléphone, puis une tablette, puis un deuxième écran, puis un troisième écran, puis maintenant il faut l'écran incurvé, etc. À aller toujours consommer. Je vois bien le côté sensibilisation du consommateur ou du citoyen ou des individus, mais est-ce que c'est pas peine perdue? Euh... C'est le rêveur que j'interroge là. Ouais, c'est le rêveur. En fait, moi, ça me fait penser à l'adage penser global, agir local. Et je pense que même si le numérique peut sembler dématérialiser, ce qu'il n'est pas du tout, en fait, on a une action hyper locale avec l'attitude. C'est-à-dire qu'on pense les enjeux globaux un peu comme on pourrait penser les enjeux globaux sur l'écologie. Alors, il n'y a pas de GIEC numérique, mais on pourrait voir un peu les grosses dynamiques. Et il y a besoin d'avoir cette vue globale pour comprendre les enjeux et pourquoi c'est pas normal qu'on passe autant de temps derrière notre écran. À la limite, si on l'avait décidé, pourquoi pas, mais là, on se rend compte que c'est parce qu'il y a des gens qui ont voulu qu'on passe du temps derrière un écran qu'on le passe effectivement, et donc c'est ça qu'on vient questionner, c'est un peu ce qui justifie ça. Donc on a besoin d'avoir cette vision globale pour comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre, et parce que le numérique est aussi hyper géopolitique, enfin bref, on pourra détailler tout ça, mais besoin de comprendre les mécanismes globaux pour ensuite reprendre le contrôle à un niveau local. Et si je prends mon exemple, c'est acheter un radio-réveil pour plus avoir son téléphone dans sa chambre, c'est limiter c'est acheter de manière reconditionnée mon téléphone, c'est limiter le temps d'écran sur mon téléphone, c'est désactiver toutes les notifs et avoir quasiment aucune application sur mon téléphone. C'est un peu tout ça que ça m'a fait changer. Donc ça, c'est hyper local et à mon échelle, ça a changé quelque chose. Et effectivement, la vision qu'on essaie de porter avec l'attitude, c'est on agit comme ça localement, on outille des gens pour qu'ils sensibilisent d'autres personnes autour d'eux et petit à petit créer un mouvement qui fait qu'on aura un rapport de force plus important et qu'on pourra porter pour le coup des mécanismes à un niveau plus global qui auront un vrai impact. Et si on compare avec d'autres secteurs sur le gaspillage alimentaire, le plastique ou autre, c'est un peu ça aussi, c'est créer une force suffisante qui va nous permettre d'être crédible à l'échelle des règles du système, où là on aura plus d'impact du coup sur ces big tech. Et si je donne un exemple, là on a une petite idée de projet un peu qu'on veut lancer sur le temps d'écran justement. Nous on serait pour que le scroll infini soit interdit par exemple. Et ça, pour arriver jusque-là et contraindre une fonctionnalité qui va à l'encontre du modèle économique, on sait que pour l'instant on est trop petit, mais petit à petit, si les citoyens et les citoyennes prennent conscience de l'importance du sujet et se mettent à revendiquer ce type de fonctionnalité, on croit au fait qu'on peut avoir ce poids-là. Et c'est un peu ce qu'on essaie de créer brique après brique. Qui sont les gens, Augustin, qui font appel à vous ou que vous accompagnez? Ou les structures, quand je dis les gens, c'est vraiment global? Nous, historiquement, notre ancrage il est dans l'enseignement supérieur. Donc, on a touché 16 000 personnes en 2023. Il y en a un peu plus de 10 000 qui sont des acteurs de l'enseignement supérieur. Donc, concrètement, on travaille avec une centaine d'établissements. Ça va être des écoles, des universités, des formations alternatives. Et l'objectif principal, c'est de toucher leurs étudiants et leurs étudiantes. Et l'objectif secondaire, c'est les enseignants et les enseignantes également. Donc, c'est vraiment eux qu'on touche. Ça va être des formations en informatique, en numérique, mais pas que. Comme je le disais, vu que le numérique irrigue tous les métiers, tous les secteurs, on se retrouve à intervenir dans des écoles de communication, de commerce, même d'agronomie. Enfin, les ateliers s'adressent vraiment à tout le monde. Pas de prérequis de compétences numériques. Et les deux autres cibles, ça va être depuis 2022 les collèges et lycées, parce qu'on est convaincu que les usages numériques se construisent aussi beaucoup à cette période-là et on veut développer l'esprit critique des jeunes dès le plus jeune âge, justement.
Et on veut aussi toucher les décideurs et les décideuses, et c'est pour ça qu'on a des actions dans le monde professionnel, parce que si on veut faire bouger rapidement les organisations, c'est un public qu'on peut pas ignorer, donc on fait beaucoup de sensibilisation et de programmes pour les entreprises et les acteurs publics. Tu disais tout à l'heure, le numérique a une dimension géopolitique, même donc politique en fait très forte. Je sais pas si j'ose te la poser, mais cette question, mais tu penses quoi de notre nouvelle ministre du numérique? Pour être tout à fait honnête, j'ai pas pris le temps de creuser parce qu'on a eu plein de sujets ce dernier mois avec Latitude, et je sais pas du tout ce qu'elle pense sur le numérique pour le moment. Et ça met le doigt sur quelque chose qui est hyper dur en tant qu'entrepreneur, notamment vu ce qu'on fait avec Latitude dans le monde associatif, c'est cette tension entre penser le développement et la vision du projet et, et opérer le projet. Et jusqu'à maintenant, avec Latitude, on a eu la majorité de notre temps a été passé à créer un modèle opérationnel et financier qui fonctionne et qui nous permet de déployer des actions. On a évidemment pris le temps de penser la vision et c'était quoi notre vision du numérique. Mais aujourd'hui, si on devait avoir un trou dans la raquette, c'est bien celui-là. En fait, il y a des actualités numériques toutes les semaines. On a créé un atelier de sensibilisation sur l'IA il y a 6 mois. Il est presque déjà has-been, tellement il y a eu d'actualités en 6 mois sur l'intelligence artificielle. Et réussir à dégager ce temps-là pour penser le numérique et rebondir sur les actualités, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut travailler. Et donc, je ne sais pas répondre à cette question. Et voilà, tout ça en parallèle en essayant d'avoir une vie à côté équilibrée où je ne pense pas et je ne mange pas de numérique tous les jours. Et voilà, ça crée cette tension au quotidien. Tu l'as pas précisé, mais vous êtes combien aujourd'hui dans l'asso? Oui, c'est vrai, on est 12 salariés, 11 personnes en CDI, un CDD, 2 alternants, donc 14 membres de l'équipe salariée à temps plein. Et il y a eu 500 bénévoles actifs en 2023 au sein de l'asso. Et donc l'équipe salariée est principalement à Paris, mais il y a aussi des personnes à Strasbourg, Annecy, Dijon et Marseille, plus par politique de télétravail assez ouverte que par réel ancrage dans ces villes-là par rapport à notre action. Et pour le coup, on a des bénévoles dans toutes les régions de France. Et on est en train de former des bénévoles régulièrement pour continuer à améliorer notre maillage territorial. Ton modèle économique, tu peux nous le décrire? Bien sûr, on a en fait la majorité de l'action de Latitude, c'est de développer des programmes non lucratifs qui visent à sensibiliser ou mobiliser le plus de monde possible sur cette question de l'impact du numérique. Ces programmes-là, ils sont financés soit par du mécénat, soit par des subventions publiques. Donc en 2023, ce sera 50% de mécénat, 25% de subventions publiques sur le budget de Latitude. La dernière partie, les 25% restants, ce sont des prestations commerciales qu'on vend. En fait, en créant ces programmes non lucratifs, on a créé une expertise qu'on valorise sous forme de prestations pour équilibrer le budget de l'asso, mais qui reste minoritaire. Pourquoi avoir choisi l'asso comme contenant du projet? C'est ma première question, pardon, et je t'en donne une deuxième tout de suite, mais quelles sont tes pratiques managériales? On voit que tu as plein de convictions, et comment est-ce que ça se traduit à l'intérieur de l'asso? Je pense que les motivations à faire une asso, elles ont évolué avec le temps. Initialement, on a créé une asso parce qu'on avait vraiment chevillé au corps cette envie de créer un projet qui nous dépasse, qui implique des bénévoles et qui permet à des gens voilà, le projet nous dépasse. On n'aime même pas trop cette vision de l'entrepreneur, pour reprendre les mots de Manon, où la photo est affichée dans Forbes et qui, voilà, l'entrepreneur à succès. On est plutôt partant pour une approche collective, sans minimiser l'importance de parfois prendre la parole en tant qu'individu. Mais voilà, ça a été une motivation principale. L'autre motivation principale au lancement, c'est que vu qu'on travaille beaucoup avec le monde de l'enseignement, c'était quand même un atout pour Latitude d'être une association, pour montrer un peu aussi, ça peut paraître bête, mais notre bonne intention sur le fait qu'on n'avait pas, le but c'est pas de faire de l'argent sur le dos des élèves ou des étudiants, mais elle est bel et bien de mettre l'impact au cœur du projet. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on est hyper heureux d'être une asso et de continuer à être une asso, je dirais qu'on n'a jamais
était aussi heureux d'être une asso. C'est que, alors déjà, mettre l'impact au cœur, c'est primordial. Quand on pense nos programmes, on pense avant tout à l'impact qu'ils vont avoir, et après, on essaie de raccrocher le modèle économique qui va nous permettre de le financer, et ça, c'est hyper agréable dans les discussions, parce que ça fait que c'est vraiment ça qui nous motive. Ça nous met aujourd'hui à une position qui est hyper intéressante au carrefour entre le monde public et politique, le monde de l'entreprise, le monde de l'enseignement. Et cette position, elle est hyper riche à la fois pour nous en tant que personnes, parce qu'on rencontre plein de gens hyper différents, et toutes ces visions sont hyper inspirantes et complémentaires. Et à la fois, ça nous permet d'être, comme je le disais, un peu une position où on fait du plaidoyer par l'action. Je pique l'expression à quelqu'un qui nous l'a dit une fois, mais en fait, on fait des choses concrètes, et ces choses concrètes, elles nous permettent de porter un message politique de plus en plus assumé, pour faire bouger les lignes, non pas uniquement au niveau de l'attitude, mais au niveau des règles du jeu du système. Et enfin, je terminerai en parlant de moi à titre perso. Je suis hyper heureux d'avoir cofondé une asso et d'être salarié d'une asso aujourd'hui, parce que j'ai aucun intérêt financier dans le projet. Et ça me permet, moi, je trouve, de garder un lien hyper sain par rapport au projet, comparé à peut-être d'autres projets que j'ai pu voir à côté. Non pas pour dire que je crois pas au modèle de l'entreprise, mais j'ai pu voir que le fait d'avoir un enjeu financier dans le projet, ça pouvait être une difficulté à un moment. Et du coup, moi, le fait de pas avoir ça et de vraiment mettre l'impact au cœur de mon travail, ça me permet de toujours savoir pourquoi je me lève le matin, et aussi d'être plus libre par rapport à cet engagement-là, que je peux plus facilement faire évoluer. Et on a eu l'exemple il y a 1 an, vu que Yannick, avec qui on avait cofondé l'asso, est parti. Et on a bien vu que c'était beaucoup plus facile aussi d'envisager ce genre d'évolution dans une asso. Et, justement, puisque on est revenu un tout petit peu sur toi, moi, il y avait une question que je me posais, c'est ça réagit comment dans ton entourage quand tu dis je vais créer une asso, ou en tout cas je vais porter une asso, au regard de ton parcours. Et j'ai pas de stats, et peut-être que toi tu l'as, Augustin, mais je pense que des gens qui sortent de ton école d'ingénieur sont plutôt soit entrepreneurs dans des domaines, mais plutôt dans du domaine privé, ou des acteurs dans des grands cabinets de conseil ou dans l'industrie. Donc on peut se dire, bah tiens, il y a une image, en tout cas il y a une résonance qui est peut-être un peu différente. Comment est-ce que c'est parce que toi tu l'incarnes et tu t'es très bien là-dedans, mais dans ton entourage, comment c'est perçu? Je commencerai par dire qu'il y a une sorte de microclimat sur notre promotion à Centrale, où il y a 3-4 assos qui sont sortis de notre promo. Je sais pas comment l'expliquer, Cool. mais on s'est sûrement un peu tous montés en bourrique sur ce sujet-là, et je pense que ça a été favorable, mais il se trouve que notre promo, il y a 3-4 assos qui sont sortis de la promo. En particulier, je pense, parce que c'était pendant les élections présidentielles de 2017, et donc ça a créé un climat de réflexion autour de questions sociétales qui était particulièrement favorable. Et sinon, ça a été, en fait, ça étonne. Je dirais que le mot ni négatif ni positif, c'est que ça étonne. Ça a étonné les gens au début, qu'on prenne cette décision. Et j'ai souvenir d'un déjeuner avec mes parents. Ça devait être 8 mois, 1 an après la création de Latitude, donc on se payait pas encore. Qui me demandait si c'était finalement normal mon parcours. Est-ce qu'il y avait d'autres gens à Centrale qui étaient en train d'avoir le même parcours que ça? Et honnêtement, mes parents ont toujours été des énormes soutiens, et ils m'ont jamais mis la pression ou autre par rapport à ce que je faisais, mais je sentais que ça les interrogeait, et je sais pas si c'était de l'inquiétude, mais en tout cas, ils se demandaient si c'était normal de faire ça. Et en fait, c'était pas les seuls. Il y a beaucoup de gens qui nous renvoyaient ça, à la fois des amis, des proches qui nous félicitaient pour ça, et qui trouvaient ça. Enfin, on a plutôt eu des retours positifs, hein, pour être honnête. Donc c'était plutôt stimulant, qui allait nous dire que c'était hyper courageux, etc. Même si je pourrais revenir dessus, mais on n'a jamais trouvé ça courageux de faire ce qu'on fait. Et même de gens qu'on rencontrait, des fondations, des entreprises, où limite c'était un peu une attraction que, en tant que jeune diplômé de Centrale, on fasse ça, et ils nous rencontraient presque pour ça, pour certains et certaines au début, j'imagine. En tout cas, euh, ça étonnait, mais ça a quand même été un avantage, hein. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas été courageux, c'est que à la fois on a des filets de sécurité au début sur si ça marchait pas, bah en fait on savait qu'on pourrait trouver un emploi pas trop difficilement. Et le fait de sortir de Centrale, ça a quand même aidé au début,
On va pas se mentir, les gens nous ont rencontrés aussi parce que ça inspirait confiance, nous ont fait confiance parce que, et j'entends nous ont financé parce qu'on avait voilà ça, et c'est sûr que ça a été un plus. Et donc c'est pour ça que je dis que ça, c'était pas du courage, c'est que en fait on avait des filets de sécurité, il y avait rien de risqué dans ce qu'on faisait, on n'avait pas à investir beaucoup de notre poche pour créer. Enfin voilà, on est parti. Enfin, on n'a pas eu à investir beaucoup de notre poche pour l'attitude, et alors que pour d'autres personnes qui sont pour le coup beaucoup plus courageuses, qui ont beaucoup moins ces filets de sécurité que ce qu'on a eu. Ouais, il y a peut-être une asso à créer qui permettrait de soutenir et rassurer les parents d'enfants qui montent des assos. Ouais, peut-être simplement aller chez le psy pour s'assurer que tout va bien. Je crois que tu es en mute, Lucie. Tout à fait. Je reviens juste sur ma question de tout à l'heure, Augustin. Quelles sont les pratiques managériales que vous avez mises en place au sein de l'asso? Oui, pardon, je me suis perdu. Non, non, t'inquiète, c'est moi. Non, non. C'est vrai que, en fait, dès le début, peut-être pour commencer par là, avec Manon et Yannick, quand on a décidé d'être à temps plein sur l'attitude et quand on a commencé à embaucher des personnes, on s'est vraiment dit qu'on voulait créer un environnement de travail aussi chouette que ce que nous, on avait réussi à construire pour nous. C'est-à-dire que nous, on avait adoré le fait de créer un espace de travail qui nous ressemble, et on voulait que les personnes qui rejoignent l'asso en tant que salariés vivent une expérience similaire. Et donc ça nous a, en termes de conditions de travail, ça nous a fait mettre en place pas mal de pratiques, comme une politique de télétravail assez ouverte où on peut travailler depuis n'importe où en France, et on a simplement 2 jours où on se retrouve tous en équipe. Donc ça a été assez clé pour plusieurs personnes de l'équipe qui voulaient pas habiter à Paris notamment. On a une politique de congé illimité. Je mets des guillemets parce que derrière cette appellation qui peut parfois être un peu trompeuse, l'idée c'est les gens prennent des congés, il n'y a pas de validation par des managers ou autres, on fait confiance à chacun pour poser les congés dont il ou elle a besoin. Et on les suit de manière administrative, évidemment, parce qu'on est obligé, mais il n'y a pas de durée fixe. Et l'idée, c'est que chacun puisse s'adapter aussi à ses besoins, son envie. Et donc, aujourd'hui, les personnes chez Latitude prennent en moyenne entre 6 et 10 semaines de congé, vu qu'on suit quand même un peu ce que ça donne. Et notre boulot devient plus vérifier que les gens prennent assez de congés plutôt que accepter ou refuser leur demande de congé. Et même pour nous, c'est beaucoup plus agréable. Ça se traduit ensuite dans la manière dont on gère l'équipe, je pense. Même si, on le répète souvent, mais Latitude n'est pas une organisation horizontale, dans le sens où il y a du relief dans l'organisation. Il y a des personnes qui ont plus d'expérience, d'autres plus de pouvoir historique, plus de pouvoir en termes de rôle, etc. Mais on voit vraiment l'asso comme un réseau où chaque nœud représente une personne, et les nœuds vont chacun avoir plus ou moins d'importance, plus ou moins de responsabilité. Et concrètement, ça se traduit par, je dirais, un processus de décision qu'on a formalisé, qu'on a appelé par sollicitation d'avis. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre la décision au plus proche de la personne la mieux placée pour prendre cette décision et qui va gérer cette décision-là. Et donc cette personne-là, pour prendre sa décision, elle va solliciter l'avis à la fois des personnes qui vont être impactées par la décision prise et des personnes qui sont considérées comme expertes du sujet pour donner un avis un peu éclairé. Et sur la base des avis de cette sollicitation d'avis, la personne va pouvoir, ou les personnes vont pouvoir prendre une décision en autonomie et du coup faire de la pédagogie sur cette décision-là. Ça nous permet, je pense, d'avoir un processus de décision qui est très fluide, où les décisions se prennent très rapidement dans l'asso, et ça c'est hyper agréable. Le petit défaut, c'est que parfois, du coup, pour les nouvelles personnes qui rejoignent, avant de prendre conscience qu'il y a cette liberté de prise de décision, ça demande du temps. Faut faire de la pédagogie pour que les gens aient confiance en eux et aient conscience qu'ils puissent prendre ces décisions. Et ça prend du temps. Et l'autre point, c'est qu'il y a quand même certaines décisions qui sont durs à prendre, notamment par exemple se séparer de personnes de l'équipe, ou accepter que quelqu'un démissionne ou parte. Enfin voilà, où là, on sent qu'il y a encore une concentration de ces décisions dans quelques personnes qui sont aujourd'hui soit les personnes qui étaient là au début, soit les personnes qui, on va dire, coordonnent le déploiement de certains de nos programmes. Et pour autant, c'est des décisions importantes à prendre, qu'une organisation a à prendre. Mais c'est clair qui prend ces décisions et comment, et on essaie en tout cas de continuer
à cheminer avec les expériences qu'on a sur le chemin et qui sont pas toujours bien passées d'ailleurs. Et tu disais que le fait d'avoir fait Centrale, ça vous avait facilité, en tout cas au démarrage, pas mal les choses. Quelles ont été les difficultés auxquelles vous ou tu t'es confronté et aujourd'hui aussi alors tu nous en nommais sur le fil de l'actualité et c'est vrai que vous êtes positionné sur un secteur qui a des actualités tout le temps. Mais d'un point de vue organisationnel, déploiement, enfin plus entrepreneurial, qu'est-ce qui a été compliqué pour toi? Bah, je dirais sur la première année, ou les 2 premières années, c'est vraiment réussir à comprendre comment est-ce qu'on pouvait concilier l'impact qu'on voulait avoir avec le modèle économique qui permettait d'avoir cet impact-là. Hem, Parce qu'on s'est beaucoup cherché là-dessus au début, ça a mis du temps et on continue de cheminer d'ailleurs dessus, aujourd'hui. Vu qu'on pense vraiment avant tout l'impact, parfois c'est moins naturel d'aller raccrocher un modèle économique. On a commencé typiquement par vendre des formations et à côté faire tout à fait autre chose et l'idée c'était on vend des formations où là on essaie de, entre guillemets, de faire le plus de marge possible pour après être assez libre dans les actions qu'on déploie. En fait, ça crée une tension où on se mettait à passer beaucoup de temps sur des trucs qui étaient pas ce pourquoi on avait créé le projet. Et du coup, on a vraiment cherché à créer un modèle qui permet d'aligner l'impact qu'on voulait avoir et le modèle économique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il y a une grande partie, enfin, pour ça qu'on a une asso non lucrative aujourd'hui, c'est que beaucoup de l'impact qu'on ait aujourd'hui, on n'arriverait pas à l'avoir si on n'était pas financé par du mécénat ou des subventions publiques, parce qu'il y a tout simplement pas de marché économique sur les sujets qu'on traite. Et donc c'est ça qui a mis du temps au début. Après, je dirais que depuis qu'on est plus annihilé là-dessus, même si ça reste une difficulté de trouver comment est-ce qu'on arrive à démultiplier l'impact tout en ayant un modèle économique qui accompagne cette augmentation de l'impact. L'autre difficulté principale, c'est les ressources humaines, c'est la gestion de l'équipe. C'est-à-dire, de toute façon, 85% du budget de Latitude, c'est des ressources humaines. C'est assez logique que 85%, 90% des soucis qu'on a sont surtout liés à des ressources humaines et que ce soit des personnes qui arrivent, qui partent de l'équipe, des moments de moins bien ou des burn-out dans l'équipe. Enfin voilà, c'est des choses qu'on a dû gérer et ça a toujours été les difficultés les plus dures, même pour moi à titre perso à gérer en termes de joie au travail. Justement, t'es quel type de leader, Augustin, aujourd'hui? Waouh, c'est une bonne question. J'aurais peut-être besoin de m'allonger sur cette question-là. Moi, l'environnement dans lequel je m'épanouis en tant que personne, avant d'être en tant que leader, c'est vraiment un travail d'égal à égal avec d'autres personnes qui vont me stimuler, que je vais stimuler, qui me reconnaissent pour ce que je suis, mais qui vont aussi m'inspirer. Et je suis un peu plus mal à l'aise dans le fait de manager ou gérer des gens, parce que je trouve qu'elle est toujours. J'ai du mal à mettre le curseur entre mon expérience et ce que je sais et ce que l'autre personne a à m'apporter quand je suis en train de la manager. Euh, et, et c'est une vraie difficulté pour moi. Et du coup, je pense que je suis plus je sais pas si je me définirais comme un leader, mais si je devais me définir comme un leader, plus un leader par l'exemple. C'est-à-dire, je pense que ce pourquoi je suis reconnu dans l'équipe, c'est ma proactivité, ma capacité à prendre et porter des sujets. Et je pense que c'est comme ça que j'embarque les gens. C'est en montrant l'exemple et en donnant envie aux gens de faire pareil et en assumant les responsabilités que j'ai décidé de porter. Et j'adore les parallèles avec les sports collectifs parce que j'ai fait beaucoup de handball et je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire que sur un terrain de hand, chacun a son rôle et peut être un leader à son échelle. C'est-à-dire que chacun prend ses responsabilités et on fait confiance aux autres pour prendre leurs responsabilités par rapport à leur position dans l'équipe. Et c'est comme ça que je vois mon rôle de leader, c'est déjà bien faire mon boulot, montrer que je suis là pour les autres et que je peux être en support s'il y a besoin, être hyper présent pour ça, hyper disponible. Après, dans une équipe, il y a un capitaine ou alors il y a des voix fortes qui vont parfois remobiliser l'équipe, réaffirmer l'importance de certains sujets et ça, j'hésite pas à le faire. Et donc, il y a des sujets qui sont peut-être un peu mes marottes, mais sur lesquels je vais prendre le temps en équipe de faire un point, spécifiquement accompagner les gens de l'équipe. Mais c'est un peu comme ça que je vois mon
mon rôle aujourd'hui. C'est être clair sur quel est mon rôle, être le plus exemplaire et inspirant possible en le faisant hyper bien et être hyper disponible quand les gens ont besoin de mon temps ou mon expertise sur leur rôle à eux. Et comment tu prends soin de ta joie au travail et soin de toi en tant que leader aussi? Déjà en ne forçant pas, c'est un gros apprentissage des dernières années, mais par moments, des périodes où j'ai peut-être un peu trop forcé et en fait, systématiquement, je le paye cash derrière en termes de motivation, d'énergie et maintenant j'arrive à mieux sentir les moments où je suis un peu sur une ligne de crête en termes de charge de travail ou surtout de charge mentale, à vrai dire, j'ai appris à, du coup, à lever le pied, en ayant confiance dans le fait que ça allait passer et ça, c'est le fait d'avoir aussi pas mal confiance en moi et d'avoir appris ces dernières années de se dire, «Je sais que ça m'arrive, je sais que ça va continuer à arriver» et du coup, dans les moments où ça vient, de pas forcer, de partir plus tôt que du boulot, de réduire mes objectifs, voilà, et j'ai la chance de pouvoir le faire dans mon rôle, et donc ça, c'est voilà, pas forcer le 1er point. Deuxième point, pour prendre à contre-pied l'expression sortir de sa zone de confort. J'aime bien utiliser l'expression explorer sa zone de confort. Je prends beaucoup de plaisir dans ma zone de confort et j'essaie aussi de voir parfois quels sont les sujets qui me ressourcent et c'est peut-être pas ce qu'il faudrait idéalement faire par rapport à nos objectifs, notre ambition, mais en fait c'est ce qui me fait plaisir et c'est là où je suis bon et c'est là où je m'épanouis et donc je fais ça. Exemple concret, moi je suis pas très à l'aise dans des événements pour aller parler à des groupes, rencontrer le plus de personnes possible, heu et je me force pas en fait. Il y a des soirées où je vais le faire naturellement et je le fais, mais des soirées où je suis bien à parler aux quelques personnes que je connais et j'ai pas spécialement envie de penser à fond l'attitude ou autre et juste prends plaisir à être là, à parler à des gens, même pas que de l'attitude. Et ben en fait, je le fais et c'est peut-être pas le plus gros impact pour l'attitude, mais en tout cas, ça me permet de garder du plaisir sur le long terme, sur ce type de responsabilité. Euh, voilà. Et après, le dernier point, c'est peut-être des choses plus classiques, mais prendre le temps de faire du sport, ça a un impact énorme sur moi. Je le sens très vite quand j'ai pas assez fait de sport. J'ai très vite des tensions qui montent. Prendre le temps il y a 6 mois, j'ai commencé, à 9 mois maintenant, commencé à méditer. Et ça me fait pas mal de bien pour mieux. En fait, ce que ça m'aide surtout à faire, c'est mieux comprendre quand j'ai des périodes de stress ou des moments où je suis moins à l'écoute de moi. Et voilà, c'est un peu mes quelques trucs aujourd'hui. Yes We Give, tu nous en parles un peu? Ouais, Yes We Give. En fait, c'est de la spontanéité, Yes We Give, parce que avec l'attitude, j'ai creusé le monde du mécénat, de la philanthropie, vu que, comme je le disais, c'est 50% de notre modèle économique aujourd'hui. Et donc, j'ai rencontré au moins des dizaines, si ce n'est au moins une centaine de fondations, fonds de dotation depuis le lancement. J'ai beaucoup cherché de fonds pour l'asso. Donc j'ai beaucoup profité des gens qui donnaient pour construire, pour qu'on construise l'attitude. Et en parallèle, je me rends compte que j'ai plein de potes déjà moi, je commence à gagner ma vie. Aujourd'hui, j'ai un salaire de 46 000 € brut. Donc, et d'autres potes qui commencent à bien gagner leur vie et prise de conscience du peu de sensibilisation par rapport à ce sujet-là, alors que je trouve que c'est un sujet hyper complet. Parce qu'en fait, quand tu parles don, tu parles rapport à l'argent, tu parles rapport aux causes qui tiennent à cœur, tu parles rapport à la société que tu veux voir advenir. Et en fait, quand tu mets le sujet du don sur la table, tu te rends compte que tu peux dérouler 4 heures de discussion sans souci en refaisant le monde. Et donc, c'est un peu ça qui m'a donné envie en début 2023 de faire des dîners avec des potes pour parler de ce sujet-là. Et l'idée, c'était un peu de transmettre ou partager l'expérience que j'ai eue dans le monde de la philanthropie avec l'attitude et que ça amène à une réflexion sur le don qu'on fait à titre perso dans sa vie. Donc moi, j'ai en fait décidé de commencer à donner un pourcentage de mon salaire parce que je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. J'aurai toujours une bonne excuse pour pas lancer ce pourcentage. Et donc, il y a un moment où on s'est augmenté de 20% avec l'attitude
parce que pour le coup, on se payait sûrement pas assez et on recrutait des gens, donc on s'est mis à jour en termes de salaire et là, j'ai commencé à donner 10% de mon salaire, ce qui restait une augmentation du coup par rapport à ce que j'avais avant. Et du coup, les dîners, c'est un peu ça, c'est parler de ce sujet et de dérouler le fil de tous les sujets que ça amène. Et en fait, ça s'est formalisé il y a 6 mois parce que j'ai une très bonne amie qui adorait le projet et je me suis dit, bah tiens, est-ce que tu veux pas t'impliquer plus? Et on a formalisé du coup Yes We Give et les dîners organisés par Augustin sont transformés en dîners et apéros organisés par qui veut pour parler philanthropie. Et aujourd'hui, on est une 50aine de personnes qui ont rejoint la communauté Yes We Give et le but principal, c'est de donner envie de donner tout simplement. Et donc, par des dîners, des apéros, prendre le temps de discuter de ce sujet. C'est pas des appels à dons, c'est plus prendre le temps de discuter de ce sujet pour voir ce qu'on en pense à titre perso et par rapport à nos convictions, nos contraintes personnelles, et elles sont toutes différentes, combien est-ce que je suis à l'aise de donner. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les gens n'y ont principalement, enfin la plupart du temps, jamais réfléchi. Et que, ne serait-ce qu'en mettant le sujet sur la table, on se rend compte qu'on peut donner un peu plus que ce qu'on donnait avant, notamment dans les cercles autour de moi, voilà, pour être plus précis. Et là, ce qu'on observe, c'est que les gens qui ont rejoint Yes We Give donnent 2 fois plus que ce qu'ils donnaient avant. Et ça, je trouve ça trop cool que juste en créant la discussion sur le sujet, on se rend compte qu'on peut donner plus et qu'on crée une société du don plus fort. Ça me parle énormément. Ne serait-ce que pour le plaisir de partager le plaisir de donner. Et aussi parce que ça me permet de toucher un sujet que je trouve, qui dans les dernières années a été hyper, est de plus en plus au cœur de mes réflexions, c'est le sujet de l'argent, et de où est-ce qu'on met la valeur en tant que société, auquel on s'est confronté avec Latitude parce qu'on se rendait compte que des gens voulaient pas payer pour le service qu'on proposait, alors qu'on était convaincus qu'il avait de la valeur sociétale. Et je trouve que cette question de l'argent, elle est hyper centrale, et pour moi, le don est aussi un des outils qui permet de faire émerger des nouveaux modèles. Et du coup, je suis aussi content de pouvoir aller creuser ce sujet de où est-ce qu'on met de la valeur en tant que société via ce projet Yes We Give. Ouais, c'est chouette, très chouette. 2024 est déjà bien entamé. Vos prochains défis, vos prochains sujets, vos besoins, est-ce que tu peux nous en parler? Là où on en est, pour donner une photo, je dirais que Latitude a fait la preuve qu'elle était capable de créer des programmes qui fonctionnaient, qui avaient de l'impact, qui embarquaient du monde, et on a touché 16 000 personnes l'an dernier. C'est à la fois énorme par rapport aux 60 qu'on touchait la première année de Latitude, et à la fois c'est une goutte d'eau par rapport aux 500 000 personnes qui travaillent dans le numérique en France, je sais pas combien de millions en Europe et dans le monde. Et donc on est hyper heureux de là où on en est, mais on voit aussi tout le travail qu'il y a à accomplir pour toucher plus de gens et aller s'attaquer aux règles du système, comme on le disait. Et donc on a travaillé sur notre stratégie 2026, donc on a 4 priorités dans les années qui viennent. La première, c'est en fait de consolider nos programmes. En fait, le programme, c'est le fer de lance de notre impact aujourd'hui. On a envie que ça continue. Donc, à la fois développer les programmes existants et surtout se mettre dans une position de créer et accélérer d'autres programmes. En fait, nous, on veut faire bouger les lignes dans le monde de la tech. Une fois qu'on a dit ça, on peut le faire de 1001 manières différentes. Nous, on en fait 5. Il y en a plein qui en font plein d'autres. Il y a sûrement plein d'autres moyens. Et un des plus gros atouts qu'on a constitué avec Latitude, c'est la diversité des parties prenantes avec qui on travaille. Des collèges, lycées, des universités, des entreprises, des acteurs publics. Et on se dit que cet atout-là qu'on a constitué en 7 ans, en fait, on pourrait le faire profiter à d'autres gens qui se lancent, qui ont des projets hyper chouettes, qui ont un vrai impact, mais qui n'ont peut-être pas autant de temps que pour créer ce réseau. Et donc, comment est-ce qu'on peut se mettre dans une position de créer ou accélérer d'autres projets avec cet atout-là? C'est une de nos réflexions pour démultiplier notre impact. Et démultiplier vraiment au sens littéral du terme, en créant pas juste nous nos programmes, mais en aidant d'autres programmes, d'autres projets, d'autres initiatives, d'autres assos à profiter des atouts qu'on a constitués. Du coup, le deuxième, c'est de continuer à renforcer nos atouts et notre communauté, notre mouvement. Donc là, on a un certain nombre de personnes qui nous suivent, avoir plus de finesse à la fois territoriale, en termes de public, continuer à apporter de la valeur aux gens qui nous suivent pour qu'ils aient envie de continuer à nous suivre,
Ça, c'est une autre clé pour nous. Donc là, par exemple, on lance un projet sur la sobriété numérique pour les établissements du supérieur avec l'ADEME, le CNRS et l'INRIA. Et ça, c'est génial pour nous parce qu'on va pouvoir apporter vraiment de la valeur sociétale aux établissements du supérieur qui nous suivent et qui attendent que ça. Le troisième axe, c'est sur la vision de la tech qu'on porte. Et là, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, si vous pouvez nous souhaiter de réussir à prendre le temps de travailler cette vision, de la rendre d'autant plus percutante, et c'est ce qu'on peut nous souhaiter de meilleur, à la fois pour inspirer toujours plus de personnes et être toujours plus précis dans ce pourquoi c'est important de s'engager sur cette question-là et concrètement comment le faire, et à la fois pour commencer à être écouté par, je veux dire les gens de ce monde, mais en tout cas les gens qui édictent les règles du système, et pour qu'on arrive à de plus en plus à murmurer à leur oreille, je l'espère, nos bonnes idées. Et le dernier axe, c'est plus interne, mais c'est l'équipe. Continuer à prendre du plaisir en équipe, créer les conditions pour que chacun s'épanouisse dans l'équipe. Et on l'a vraiment mis au même niveau que les autres parce qu'on est convaincu que c'est important de créer une équipe sur le long terme si on veut pouvoir avoir l'impact qu'on veut avoir. Parce qu'on voit bien que plus les gens restent, plus leur expérience est précieuse pour le projet et pour l'impact qu'on a. Et donc, on essaie vraiment d'investir là-dessus. L'an dernier, par exemple, on a revu en équipe le processus de rémunération de tout le monde. Il est transparent, tout le monde est logé à la même enseigne en termes non pas de salaire, mais de processus pour valoriser ou dessiner un salaire. Et on essaie de petit à petit structurer cette équipe pour que chacun prenne conscience que, à la manière de moi qui suis dans le projet depuis le début et qui du coup est un peu comme à la maison, que chacun se sente comme à la maison et ait envie de rester sur le long terme. Génial, merci beaucoup Augustin. Est-ce qu'il y a un dernier sujet qu'on n'a pas abordé et dont tu as envie de parler? Ça, c'est une bonne question. En fait, moi, je suis curieux de savoir. J'ai pas écouté tous les podcasts que vous avez faits, mais je sais pas s'il y a d'autres sujets que les gens abordaient régulièrement et que j'ai pas abordé ou sur lesquels il y a des gens qui sont pas d'accord. Peut-être j'aime bien les sujets où les gens sont pas d'accord pour justement aller titiller ce que je pense sur ces sujets-là. Spontanément, j'ai pas de sujet qui me vient en tête comme ça. On a parlé d'équipe, on a parlé de ce qu'on faisait, on a parlé de rapport à l'argent. On a Peut-être parlé de tu nous as donné un livre en introduction, celui que tu étais en train de lire. Peut-être que tu en as un deuxième pour la conclusion, comme ça on boucle la boucle. Justement. Ouais, effectivement. Et du coup, c'est vrai que ça ouvre tout un autre sujet. C'est une excellente question. Et en fait, il se trouve que c'est le livre précédent de l'auteur que je suis en train de lire. Donc, c'est le même auteur. C'est un livre qui s'appelle Le courage de la nuance, qui m'a beaucoup touché en 2023. Donc je vais mal paraphraser, mais qui remet un peu au centre l'importance de la nuance et qui valorise les personnes qui ont le courage de mettre de la nuance dans leurs propos, mais pas une nuance molle, mais une nuance qui a des convictions et qui peut être à rebours de ce que pensent les gens autour de soi, ou qui essaie de vraiment se dire qu'est-ce qui est juste et de défendre cette position un peu coûte que coûte. Et ça m'a beaucoup parlé parce que chez Latitude, on est sur une ligne de crête et on n'a pas trop creusé un peu ce sujet là dans nos discussions parce que on a d'un côté des gens qui vont trouver qu'on est trop critique des technologies, pour qui les technologies sont bien plus une solution que ce qu'on dit nous et qui vont nous trouver presque trop militants, trop radicaux dans notre approche. Et à l'inverse, on a des gens qui vont nous dire qu'on n'est pas du tout assez radicaux, que on a plein de dissonances, mais vu qu'on utilise certains outils propriétaires, qu'on travaille avec un tel ou un tel, c'est qu'on n'est pas assez engagé. Et honnêtement, je comprends leur point de vue et ils ont raison par certains aspects. Donc, comment continuer à être sur la ligne de crête qui nous paraît juste, ça c'est une vraie difficulté. Et cette frontière, elle a bougé avec le temps. Je pense que maintenant on essaie du moins, parce que c'est pas facile, d'être moins technocentré que ce qu'on était au départ. Mais quand tu travailles avec des acteurs technologiques, c'est dur de pas l'être. Je donne un exemple, mais on cherche à intervenir dans des écoles et des universités. En fait,
c'est plus facile de réussir à avoir un espace dans l'école pour parler si tu dis je vais parler technologie que si tu dis je vais pas parler technologie. Et donc, c'est vrai que de base, dans notre action, il y a un biais qui fait qu'on est un peu obligé si on veut en tout cas toucher les personnes qu'on veut toucher, de jouer un peu avec les codes et de ces organisations-là. Et il y a un reportage d'Arte qui m'a pas mal inspiré il y a quelques mois qui s'appelait c'était un documentaire sur le rapport à la vieillesse, à l'âge, et il y avait un moment une définition sur ce que c'est être adulte. Et la définition m'a énormément parlé parce que j'ai perdu le nom de la personne qui donnait la définition, mais c'était voir le monde tel qu'il est, voir le monde tel qu'il devrait être, et essayer de faire le maximum pour rapprocher les deux visions. Et je me reconnais vraiment là-dedans, en tout cas dans ce que j'essaie de faire au quotidien. Et donc, il y a le monde numérique tel qu'il est, le monde numérique tel qu'on aimerait qu'il soit dans l'idéal, et on se met au milieu, et donc de fait, on a plein de dissonances, mais j'espère qu'en tout cas, ce qu'on fait va dans le bon sens. Et après, voilà, aujourd'hui, le numérique occupe une place trop importante dans ma vie par rapport à ce que j'aimerais dans l'idéal, et donc c'est peut-être l'autre porte qu'on peut ouvrir, c'est quels sont les autres sujets qui m'intéressent, mais en tout cas, pour revenir sur l'attitude, c'est ça qui me motive aujourd'hui, c'est essayer de construire un numérique tel qu'il devrait être le plus possible, tout en étant lucide sur le fait qu'on part d'un point de départ qui n'est pas une feuille blanche. Tout à fait, et que la réalité aujourd'hui fait que le numérique est partout, et qu'on a besoin, je crois, d'avoir des acteurs comme Latitude pour nous remettre les idées en place, entre guillemets, juste déjà de se redonner les échelles de grandeur, ce que tu as fait tout au long de cette discussion. On en a besoin et on a bien besoin de partir d'un point de départ. Donc, merci en tout cas. Je suis super contente d'avoir fait ta connaissance pour cette semaine du podcaston. C'est très chouette. On a découvert un entrepreneur extrêmement humain et qui nous fait réfléchir. En tout cas, j'aime bien ta manière justement de faire le contour du sujet avec nuance, mais une nuance engagée et à partir de tes convictions malgré tout. Donc c'est très 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 agréable. Merci beaucoup, Augustin. Merci à vous pour l'accueil. Ouais, c'était très chouette. Merci, Augustin. Moi, je retiens vraiment la notion de plaidoyer par l'action. Et ce qui me vient, moi, en conclusion, c'est cette phrase qu'on retrouve dans Le Petit Prince qui dit « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé ». Et vous êtes en train d'apprivoiser le numérique, et vous en êtes responsable, et vous en êtes des super ambassadeurs. Voilà. N'hésitez pas à aller regarder votre site web, à participer aux sessions, parce que je crois que vous faites encore des sessions ouvertes pour rassembler des mécènes. C'est extrêmement inspirant. N'hésitez pas non plus à passer les voir. On remettra votre adresse. Vous êtes hyper ouvert, hyper accessible. Un grand merci, Augustin, pour le temps que tu nous as accordé. C'était un vrai plaisir de t'avoir, et on se revoit bientôt. À bientôt. À bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt.